Rupert Sheldrake est un biologiste et auteur surtout connu pour son hypothèse de la résonance morphique. À l'université de Cambridge, il a travaillé en biologie du développement en tant que membre du Clare College. Il était physiologiste principal des plantes à l'Institut international de recherche sur les cultures en zone tropicale semi-aride, Hyderabad en Inde. De 2005 à 2010, il a été directeur du projet Perrott Warwick pour la recherche sur les capacités humaines et animales inexpliquées, financé par la Trinity College à Cambridge. Vous trouverez sur Wikipédia que c'est un parapsychologue. Or, Rupert Sheldrake n'a jamais été un parapsychologue, c'est un scientifique qui a eu le courage de remettre en question certains dogmes de la science actuelle. Malgré les progrès techniques, certains dogmes de notre science actuelle ont plus de 300 ans et datent de la science mécaniste de Newton. Ces dogmes sont enseignés systématiquement dans toutes les écoles du monde. Ils plombent la recherche et les scientifiques qui ont le courage de les affronter se font traiter de charlatans ou de rêveurs. Cette vidéo est celle de la conférence TEDx de 2013 faite à Londres. Cette vidéo, jugée provocante, a été censurée par TEDx car elle remet en question certains dogmes. Le fait qu'elle ait été censurée devrait commencer à vous faire vous poser des questions sur la science. La science, issue du processus scientifique, est par définition en constante évolution. Celle-ci n'est pas à remettre en cause ici. Ce qui est plus douteux est le fait qu'on considère certains éléments comme immuables et non susceptibles à investigation. Ce sont des dogmes. La science n'est pas l'accusée ici, mais ce sont les scientifiques qui, au nom de la science, prétendent détenir la vérité et l'imposer aux gens. Tout comme l'ont fait dans les temps passés les curés avec la Bible. Celui qui détient le savoir détient le pouvoir. Car tout ça n'est qu'une question de pouvoir que l'on désire avoir sur vous. La blouse blanche a simplement remplacé la robe de bure. On vous demande de croire et de vous soumettre à plus grand que vous, à ceux qui ont l'habit, à ceux qui ont la connaissance, les professeurs, les scientifiques. Ne confondez pas. La science est louable, elle ne dit rien, c'est une démarche. Par contre, les scientifiques qui parlent en son nom ne sont que des hommes. Et ce n'est au final que leur avis qui est donné au nom de la science. Personne n'a le monopole de la science. L'illusion de la science est la croyance qu'elle comprend par principe la nature de la réalité et que seuls les détails restent à combler. C'est une idée très répandue dans notre société. C'est le genre de système de croyance que les gens qui disent « Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en la science ». Ce système de croyance est maintenant répandu dans le monde entier. Mais il y a un conflit au cœur de la science, entre la science comme méthode d'investigation, basée sur la raison, les preuves, les hypothèses et la recherche collective, et la science comme système de croyance ou vision du monde. Malheureusement, l'aspect vision du monde est devenu une entrave à la libre recherche, qui est l'essence même de la démarche scientifique. Depuis la fin du XIXe siècle, la science a été menée selon une philosophie essentiellement matérialiste. Et les sciences d'aujourd'hui sont directement issues de la vision matérialiste du monde. Je pense qu'en sortant de ce système, les sciences vont être régénérées. Et ce que je fais dans mon livre Réenchanter la science, intitulé La science libérée aux États-Unis, est de prendre les 10 dogmes ou postulats de la science et de les tourner en question, pour voir comment ils tiennent lorsqu'on les approche scientifiquement. Aucun ne tient vraiment bien. Je vais maintenant énumérer ces 10 assumptions, ces 10 principes, ces 10 dogmes. Ensuite, j'aurai assez de temps pour en présenter un ou deux en détail. Essentiellement les 10 dogmes qui constituent la vision du monde par défaut de la plupart des gens éduqués sur cette planète. Premièrement, que la nature est mécanique, pareil à une machine, que l'univers est comme une machine, que les animaux, les plantes sont comme des machines, que nous sommes comme des machines. En fait, nous sommes des machines. Nous sommes des robots empotés, selon l'expression saisissante de Richard Dawkins, dotés d'un cerveau qui est un ordinateur génétiquement programmé.
Deuxièmement, la matière n'est pas consciente. L'univers entier est fait de matière inconsciente. Il n'y a pas de conscience qui habite les étoiles, les galaxies, les planètes, les animaux et les plantes. Et donc il ne devrait pas y en avoir en nous-mêmes si on suit ce raisonnement. Ainsi, une grande partie de la philosophie de l'esprit de ces dernières années a essayé de prouver que nous ne sommes pas conscients du tout. Donc si la matière est inconsciente, les lois de la nature sont fixes, et ça c'est le troisième dogme. Les lois de la nature sont les mêmes maintenant qu'elles étaient au moment du Big Bang, et seront les mêmes jusqu'à la fin des temps. Pas seulement les lois, mais les constantes de la nature sont fixes, et c'est pourquoi on les appelle des constantes en physique. Quatrième dogme, la somme totale de la matière et d'énergie est toujours la même. Leur quantité totale ne change jamais à partir du moment du Big Bang, où tout cela est venu à la vie en un seul instant. Le cinquième dogme est que la nature est sans but et qu'il n'y a aucun but dans toute la nature, et que le processus d'évolution n'a ni but ni direction. Sixième dogme, l'hérédité biologique est matérielle, et tout ce que nous héritons se trouve dans nos gènes, ou dans des modifications épigénétiques que de vos gènes, ou font partie de l'héritage cytoplasmique. Tout cela est tout à fait matériel. Le septième dogme, les souvenirs sont stockés dans le cerveau sous forme de résidus matériels, et d'une certaine manière, tout ce dont on se rappelle se trouve dans le cerveau, dans les protéines, des terminaisons nerveuses modifiées. Personne ne sait vraiment comment ça marche. Cependant, presque tous les scientifiques du monde sont persuadés que cela se situe dans le cerveau. Dogme numéro 8, l'esprit est situé à l'intérieur de la tête. La conscience est le fait d'un cerveau et rien d'autre. Dogme numéro 9, qui résulte du dogme 8, des phénomènes psychiques comme la télépathie sont bien sûr impossibles. Les pensées et les intentions ne peuvent n'avoir aucun effet à distance, puisque l'esprit se situe dans la tête. Par conséquent, tous les semblants de preuves en faveur de la télépathie et autres phénomènes psychiques sont illusoires. Les gens croient que ces choses existent, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien les statistiques, ou qu'ils se sont trompés par des coïncidences, ou qu'ils prennent leurs désirs pour des réalités. Et le dixième dogme, la médecine mécanique est la seule médecine vraiment efficace. C'est pourquoi les gouvernements ne fondent que la recherche en médecine mécanique et ignorent toutes les thérapies complémentaires et alternatives. Celles-ci ne peuvent pas réellement marcher parce qu'elles ne sont pas mécaniques. Elles peuvent sembler fonctionner quand les gens se seraient rétablis de toute façon, ou alors c'est simplement un effet placebo. Mais la seule vraiment efficace est la médecine mécanique. Eh bien, c'est la vision du monde partagée par presque toutes les personnes éduquées, partout dans le monde. C'est la base de notre système éducatif, du service de santé national, du conseil de la recherche médicale, des gouvernements. C'est simplement la vision du monde par défaut des gens éduqués. Mais je pense que chacun de ces dogmes est tout à fait contestable. Et quand on les observe, on s'aperçoit qu'ils ne tiennent pas debout. Prenons d'abord l'idée selon laquelle les lois de la nature sont fixes. C'est un vestige de la conception du monde antérieure aux années 60, où la théorie du Big Bang est apparue. Les gens croyaient que l'univers était éternel, gouverné par des lois mathématiques immuables. Et quand l'idée du Big Bang est arrivée, cette assumption est restée. Même si le Big Bang révéla un univers radicalement évolutif âgé de 14 milliards d'années, qui croît et qui se développe et qui évolue depuis 14 milliards d'années, croissant et refroidissant avec de plus en plus de structures et de motifs naissant de lui, l'idée veut que toutes les lois naturelles étaient déjà complètement fixées au moment du Big Bang, comme un code napoléonien unique. Ainsi, mon ami Terence McKenna disait « La science moderne est fondée sur ce principe. Donnez-nous un miracle gratuit et on vous expliquera tout le reste. Et ce miracle, c'est l'apparition de toute la matière et de l'énergie en un seul instant et toutes les lois de nulle part en un seul instant. » Eh bien, dans un univers évolutif, pourquoi les lois n'évoluent-elles pas? Après tout, les lois humaines le font, et l'idée des lois de la nature vient d'une métaphore des lois humaines. C'est une image anthropocentrique, seuls les humains ont des lois, et en fait, seules les sociétés civilisées ont des lois. Comme l'a dit C.S. Lewis, dire qu'un caillou tombe au sol parce qu'il obéit à une loi, c'est en faire un homme, et même un citoyen. On s'est tellement habitué à cette métaphore qu'on en oublie que c'en est une.
Dans un univers en évolution, je crois qu'une bien meilleure idée est celle de l'habitude. Je pense que les habitudes de la nature évoluent. Les régularités de la nature sont essentiellement habituelles. C'est une idée qui a été mise en avant depuis le début du XXe siècle par le philosophe américain C.S. Peirce. Elle a été envisagée aussi par d'autres philosophes. Et je l'ai moi-même développée dans une hypothèse scientifique, l'hypothèse de la résonance morphique, qui est à la base de ces habitudes en évolution. Selon cette hypothèse, tout dans la nature a une sorte de mémoire collective. La résonance se produit sur la base de la similitude. Lorsqu'un jeune embryon de girafe se développe dans le ventre de sa mère, il se connecte à un champ de résonance morphique de la girafe. Il extrait de l'information de cette mémoire collective et grandit comme une girafe, se comporte comme une girafe, parce qu'il va piocher dans cette mémoire collective. Il doit avoir les bons gènes pour fabriquer les bonnes protéines, et selon moi, les gènes sont vraiment surévalués. Ils rendent seulement compte des protéines qu'un organisme peut produire, pas de sa forme, ni même de son comportement. Chaque espèce possède une sorte de mémoire collective, y compris les cristaux. Cette théorie prédit que si l'on crée une nouvelle espèce de cristal, la toute première fois qu'on le fabrique, il n'aura aucune configuration existante. Mais dès qu'il se cristallisera, alors la prochaine fois qu'on en fabriquera, il y aura une influence des premiers cristaux. Vers les deuxièmes, partout sur la planète, et par résonance morphique, ils se cristalliseront un peu plus facilement. La troisième fois, il y aura une influence des premiers et des deuxièmes. Il y a en fait de bonnes preuves que les nouveaux composés se cristallisent de plus en plus facilement, tout comme cette théorie le prédit. Elle dit aussi que si l'on enseigne à un animal une nouvelle astuce, par exemple des rats apprennent quelque chose à Londres, dans le monde entier, les rats de cette espèce apprendront la même astuce plus rapidement ailleurs, juste parce que certains d'entre eux l'ont appris ici. Et curieusement, il y a des preuves que cela se produit vraiment. Bref, en résumé, de mes hypothèses sur la résonance morphique, tout dépend d'habitudes en constante évolution et non pas de lois fixes. Mais je voudrais aussi passer quelques instants sur les constantes de la nature. Parce que celles-ci, encore une fois, sont supposées être constantes. Des choses comme la constante gravitationnelle, la vitesse de la lumière sont appelées des constantes fondamentales. Sont-elles réellement constantes? Eh bien, je me suis intéressé à la question et j'ai tenté de le découvrir. Elles sont données dans les manuels de physique. Les manuels de physique font la liste des constantes fondamentales et en donnent la valeur. Mais je voulais savoir si elles ont vraiment changé dans le monde. Je me suis procuré les anciens volumes. Et je me suis rendu à la bibliothèque des brevets de Londres. C'est le seul endroit où j'ai pu trouver les anciens volumes. D'habitude, les gens les jettent quand les nouvelles arrivent. Ils jettent les anciennes. Ce faisant, j'ai découvert que la vitesse de la lumière avait chuté entre 1928 et 1945, d'environ 20 km par seconde. C'est une chute énorme, car ces chiffres sont notés à la décimale près. Et pourtant, tout autour du monde, cette valeur a chuté. Tous les chercheurs trouvaient des valeurs très proches les unes des autres avec des petites erreurs. Puis en 1945, 1948, la valeur est montée à nouveau. Et tout le monde recommença à trouver des valeurs quasi identiques. Je fus très intrigué. Cela ne faisait aucun sens pour moi. Je suis donc allé voir le directeur de la métrologie au laboratoire national de physique de Tennington. La métrologie est la discipline dans laquelle on mesure les constantes. Et je lui ai donc demandé: que faites-vous de cette chute de la valeur de la vitesse de la lumière entre 1928 et 1945 ? Il me dit: oh, mon cher ami, vous avez déniché le plus gênant épisode de l'histoire de nos sciences. Je lui dis: la vitesse de la lumière a-t-elle pu effectivement chuter, cela ayant des implications incroyables? Et il a dit: non, 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 bien sûr, elle ne peut pas avoir réellement chuté, c'est une constante. Ah d'accord. Et comment expliquez-vous alors le fait que tout le monde, ou presque, trouvait qu'elle avait nettement ralenti durant cette période? Est-ce qu'il falsifiait les résultats afin d'obtenir ce qu'il pensait, que les autres observaient? Tout cela aurait été produit dans l'esprit des physiciens? Il a répondu: nous n'aimons pas utiliser ce terme falsifié. Et je lui demandais donc: lequel préférez-vous? Nous aimons mieux employer verrouillage de phase intellectuelle. Mais si cela se produisait à l'époque, comment pouvons-nous être si sûrs que cela ne continue pas à se produire aujourd'hui? Et que les valeurs actuelles ne sont pas le produit d'un verrouillage de phase intellectuelle? Il nous dit: nous savons que ce n'est pas le cas.
Comment le savez-vous? Eh bien, nous avons résolu le problème. Et je lui demandais, mais comment? Il me dit, nous avons fixé la vitesse de la lumière par définition en 1972. Alors, elle pourrait changer pourtant. Il dit, oui, mais nous ne le saurions jamais parce que nous avons défini le mètre en fonction de la vitesse de la lumière. Et je lui dis, mais les unités, on doit changer avec elles. Il avait l'air très satisfait qu'il soit parvenu à régler ce problème. Et je lui dis alors, qu'en est-il du grand G? La constante gravitationnelle est connue sous ce nom parmi les physiciens avec un grand G majuscule. La constante gravitationnelle universelle de Newton a varié de 1,3% ces dernières années. Et elle semble varier d'un endroit ou d'un temps à l'autre. Il me répondit, il y a une marge d'erreur, et malheureusement, il y a d'assez importantes erreurs avec le grand G. Et je lui dis, et si la valeur changeait vraiment? Peut-être qu'elle évolue réellement. À ce moment, j'ai observé comment ils procédaient. En fait, les mesures sont faites dans différents labos. Ils obtiennent des valeurs différentes selon les jours, et ils font ensuite une moyenne. Et puis d'autres labos dans le monde font la même chose, et arrivent souvent à des moyennes différentes. Et puis le Comité international de la métrologie se réunit environ tous les 10 ans, et fait la moyenne de celle des labos qui sera la valeur du grand G. Et si le grand G fluctuait? Et s'il évoluait réellement? Il y a en fait des preuves qu'il change au cours de la journée et de l'année. Et si la Terre, à mesure qu'elle se déplace dans la galaxie, traversait des zones de matière noire, ou rencontrait d'autres facteurs environnementaux qui pourraient l'affecter, peut-être que tout change ensemble. Et si ces graphiques montaient et descendaient ensemble? Pendant plus de 10 ans, j'ai tenté de persuader les métrologistes de jeter un œil aux données brutes. En fait, j'essaie actuellement de les persuader de les mettre en ligne sur Internet, avec toutes les dates et les mesures, afin de voir si la correspondance, et si elles sont toutes hautes à un moment et toutes basses à un autre. Et si c'est le cas, elles pourraient fluctuer ensemble, et cela nous dirait quelque chose de très très intéressant. Mais personne ne fait cela. Ils ne l'ont pas fait parce que G est une constante. Il n'y a pas de raison de chercher des fluctuations puisque c'est une constante. Vous voyez, ça est un simple exemple où une supposition dogmatique inhibe la recherche. Je considère moi-même que les constantes pourraient varier de manière assez considérable. Au sein d'étroites limites, certes, mais elles pourraient aussi varier. Et je pense qu'un jour viendra où des revues scientifiques comme Nature publieront des rapports hebdomadaires sur ces constantes. Tout comme les journaux ont leurs rapports sur les actions en bourse. Cette semaine, le grand G est légèrement monté, la charge de l'électron était basse, la vitesse de la lumière est restée stable, etc., etc. Bien, ce n'est qu'un des domaines où, selon moi, penser de façon moins dogmatique pourrait ouvrir de nouvelles voies. L'un des domaines les plus importants est celui de la nature de l'esprit. C'est le plus irrésolu des problèmes, comme Graham Hancock vient de le dire. La science n'arrive simplement pas à gérer le fait que nous soyons conscients. Elle n'arrive pas à gérer le fait que nos pensées ne semblent pas être dans notre cerveau. Nos expériences ne paraissent pas toutes se produire à l'intérieur du cerveau. L'image que vous avez de moi à cet instant ne semble pas se trouver dans votre cerveau. Pourtant, la vision officielle est qu'il y a un petit repère quelque part dans votre tête, et que tout le contenu de cette pièce se trouve dans votre tête. Vos expériences se passent dans votre cerveau. Je suggère, moi, plutôt que la vue implique une projection d'image à l'extérieur, et que ce que vous voyez est dans votre esprit, et non pas dans votre tête. Notre esprit s'étend au-delà de notre cerveau, par le simple acte de perception. Je pense que nous projetons les images que nous voyons et que ces images touchent ce que nous regardons. Si je vous observe de derrière sans que vous le sachiez, pourrais-je vous affecter? Pourriez-vous sentir mon regard? Il y a de nombreuses indications qui montrent que nous le pouvons. La sensation d'être observé est une expérience des plus communes et des recherches expérimentales récentes suggèrent la réalité de ce phénomène. Les animaux semblent aussi avoir cette capacité. Je pense que cela est apparu dans le contexte de la relation proie-prédateur. Les proies qui peuvent sentir le regard du prédateur survivraient mieux que les autres. Cela mènerait à une toute nouvelle approche des relations écologiques entre les prédateurs et leurs proies, ainsi que l'étendue de notre esprit. Je pense que lorsque nous regardons de lointaines étoiles, notre esprit s'étend jusqu'à pouvoir toucher ces étoiles, qu'ils s'allongent sur des distances astronomiques. Elles ne sont pas simplement dans notre tête. Il peut paraître stupéfiant qu'un tel sujet soit encore débattu au XXIe siècle. Nous en savons si peu sur notre propre esprit que la location de ces images que nous voyons est un sujet brûlant au sein des études menées sur la conscience. Je n'ai pas le temps de passer en revue chacun des dogmes, mais ils sont tous contestables.
Si on les remet en question, de nouvelles formes de recherche, de nouvelles possibilités émergeront. Et je crois qu'à mesure que nous interrogeons ces dogmes qui ont tenu la science pendant si longtemps, celle-ci va connaître une nouvelle floraison, une renaissance. Je crois totalement en l'importance de la science. J'ai passé toute ma vie en tant que chercheur scientifique, toute ma carrière. Mais je pense qu'en dépassant ces dogmes, elle peut être régénérée. À nouveau, elle deviendra intéressante et j'espère qu'elle sera axée sur la vie. Merci.